Le gouvernement togolais veut plus de sérénité dans la gestion de la chefferie traditionnelle. Le ministre Bayadoa Boupessi échange sur les mots qui minent ce milieu et la nécessité de préserver la cohésion au sein des différentes communautés. Projet de développement communautaire mis en œuvre par l'État togolais et la Banque mondiale a permis depuis son lancement en 2012 de répondre aux besoins spécifiques des populations. À mi-parcours de ce programme, quel bilan faut-il en retenir? Aimé Habalo tentera de répondre à cette question. Et puis, les 70 ans de la charte de l'ONU sont marqués par une série d'activités dont des journées portes ouvertes sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé pour mieux se familiariser avec les représentations de l'ONU au Togo. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir et merci de nous rejoindre dans le journal de 20h. Conseil des ministres ce matin à la présidence de la République. Les travaux ont été dirigés par le chef de l'État Faure Gnassingbé avec le ministre en charge de la communication Guy Madjé et Lorenzo. Prenons connaissance de l'essentiel de ce qu'on peut retenir de cette sanctionnant le Conseil des ministres du mercredi 21 octobre 2015. Dans le cadre de sa réunion hebdomadaire, le Conseil des ministres a conféré ce jour 21 octobre 2015 au Palais de la Présidence sous la conduite du président de la République, son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé. Au cours de ces travaux, le Conseil a adopté un décret et en a examiné deux en première lecture. Le Conseil des ministres a également écouté une communication. Le décret adopté ce jour par le Conseil des ministres porte création et fonctionnement de l'Institut national de cancérologie. Ce projet de décret vise à créer un pôle de référence national en matière de traitement et de prise en charge des cancers au Togo, conformément aux orientations définies dans la déclaration de politique générale du gouvernement et au plan stratégique de lutte contre les maladies non transmissibles. La création de l'Institut national de cancérologie permettra la mise en place d'un meilleur système de prévention et de traitement de cette pathologie grave qui enregistre chaque année au Togo 3700 nouveaux cas, dont 2800 décès. Grâce à cet institut, le gouvernement entend accélérer les diagnostics et renforcer la capacité d'accueil ainsi que l'offre de soins pour les personnes souffrant de cancer. Il facilitera la prise en charge globale des patients en collaboration avec les centres régionaux et internationaux spécialisés dans le traitement du cancer. Le premier décret examiné en première lecture est relatif à la délégation de pouvoir de l'État aux fédérations sportives en République togolaise. Le deuxième décret examiné en première lecture fixe les attributions du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de vie et porte organisation du dit ministère. Au titre des communications, les principales conclusions des travaux des assemblées annuelles de 2015 du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, tenues à Lima, au Pérou, du 6 au 12 octobre 2015, ont été présentées au Conseil des ministres. Il ressort globalement de ces assises internationales que le FMI et la Banque mondiale sont satisfaits des progrès importants réalisés par le Togo en matière de gouvernance et de réformes économiques. Les deux institutions de Bretton Woods ont marqué leur disponibilité à accompagner le Togo dans le cadre d'un nouveau programme économique et financier dont les conditionnalités feront l'objet de discussions lors de la prochaine mission du FMI au Togo. Il faut rappeler que les assemblées d'automne du FMI et de la Banque mondiale se sont tenues cette année dans un contexte international marqué par l'adoption d'un nouveau programme de développement post-2015 appelé Agenda 2030, le ralentissement de la croissance mondiale et l'augmentation des risques pour l'économie mondiale liés aux tensions géopolitiques et aux importants mouvements des populations qu'elles ont engendrés. Dans les divers, le Conseil des ministres a suivi le compte-rendu de la rentrée solennelle du barreau du Togo qui a coïncidé avec le 35e anniversaire de sa création. À cette occasion, le barreau a décerné une distinction honorifique au père de la nation, feu le président Gnassingbé Eyadema, pour avoir pris l'initiative de créer cette institution en octobre 1980. Le Conseil s'est fait également féliciter dans les divers de la formation organisée à l'intention des cadres du ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, grâce au concours du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Par ailleurs, le Conseil des ministres a été tenu informé de l'inauguration
le vendredi 30 octobre 2015, du nouveau complexe technique et scientifique du lycée de Tokoin, fruit de la diplomatie agissante du président de la République et de la fructueuse coopération avec la République populaire de Chine. Enfin, au titre divers, le président de la République a instruit le Premier ministre de prendre un arrêté mettant en place un comité de pilotage ainsi que les différentes commissions devant prendre part aux préparatifs du sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime et le développement que notre pays accueillera l'an prochain. L'objectif de cette mesure est de continuer à mobiliser l'ensemble des forces vives de la nation et de garder notre élan initial pour garantir la pleine réussite de ce grand événement continental. Pour terminer, le Conseil des ministres a adopté 2 décrets de nomination au titre du ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique. Fait à Lomé, le 21 octobre 2015, le Conseil des ministres. Ainsi donc, le Conseil des ministres entendu décrète. Article 1er. Monsieur Missité Koumurkoutoum Kokou Franck, administrateur de radio-diffusion principale, 2e échelon, numéro matricule 039 547-M, est nommé directeur de cabinet du ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique. Article 2. Est abrogé le décret numéro 2014-051-PR du 26 février 2014 portant nomination. Article 3. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. C'est signé Fort et Sosmna Nyasingbe. Le Conseil des ministres entendu décrète. Article 1er. Monsieur Kossi Ouediabalo Tinaka, numéro matricule 040 373-X, administrateur civil principal, est nommé secrétaire général du ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique. Article 2. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. C'est signé Fort et Sosmna Nyasingbe, président de la République. La suite de cette édition, à présent, les problèmes liés à la chefferie traditionnelle au Togo deviennent de plus en plus récurrents. Ils sont de divers ordres et pour le gouvernement, il est indispensable de ramener la sérénité dans ce milieu et renforcer ainsi la cohésion entre les différentes communautés. C'est dans cette logique que le ministre Payadoa Boukessi, en charge de l'administration territoriale, a entrepris une série de rencontres avec les responsables des services déconcentrés de son département. L'étape de Sokodé avec Lamarck Boujona. Cette rencontre qui a rassemblé préfets, présidents des délégations spéciales, responsables des forces de l'ordre et chefs traditionnels des 4 préfectures et de la sous-préfecture d'Omo de la région centrale constitue la prise de contact du ministre de l'administration territoriale avec le personnel déconcentré de son département dans la région. La rencontre a permis au ministre Bayador Boukessi de situer à ses interlocuteurs les raisons de sa tournée. Les raisons de la tenue de cette rencontre sont la conséquence d'un constat caractérisé par les points suivants. La montée en puissance des divisions des communautés villageoises et cantonales à l'occasion de la désignation des nouveaux chefs de canton et de village. Le manque de dignité dans le comportement de certains chefs traditionnels dans la société. L'incivisme grandissant vis-à-vis de l'autorité de l'État à l'occasion de la remise des décrets ou arrêtés de reconnaissance des chefs traditionnels. La légèreté dans la délivrance des actes d'état civil. L'intolérance dans la gestion des problèmes de transhumance impliquant les chefs traditionnels.
l'accentuation des tensions liées aux litiges fonciers. La tournée du ministre en charge des collectivités locales se reposait sur 4 communications: la cohésion sociale et le comportement du chef dans la société, le respect de l'autorité de l'État et la responsabilité des préfets, le respect des règles dans la délivrance des actes d'état civil, la gestion pacifique des litiges fonciers et les problèmes liés à la transhumance. Nous avons compris que l'État togolais, par le canal du ministère de l'administration territoriale chargé des collectivités, veut alors donner une nouvelle figure à la chefferie traditionnelle. Nous pensons que nous, chefs élus à la base, avec nos chefs de village, les plus anciens, les personnes des ressources et les autres compétences, à savoir les juristes, les sociologues qui sont aussi sur le terrain, pourront aussi s'associer pour essayer de donner ou de proposer des pistes à des différents problèmes qui minent la chefferie traditionnelle. Le ministre Bayadoua Boukessi était accompagné dans sa tournée d'une délégation comprenant le président de l'Union des chefs traditionnels du Togo, Tobi Agokoli IV. Lomé abrite une rencontre internationale sur l'administration fiscale en Afrique. Les travaux prennent essentiellement en compte les flux financiers illicites. Ces flux sont des maux qui fragilisent l'économie et les trésors publics des pays africains. Ils contribuent à une fuite des recettes fiscales. C'est donc un manque à gagner. Quelles sont les conséquences des flux financiers illicites sur l'économie nationale et quelles sont les mesures prises par le Togo pour limiter cette pratique? Voyons tout cela dans ce dossier de Augustin Kossi présenté par Esther Laclé. Plus de 50 milliards de dollars. C'est l'estimation des pertes liées aux flux financiers illicites par an en Afrique. Ils proviennent des ressources issues d'activités économiques illégales dans les travers du commerce au détriment de la réglementation en vigueur. C'est aussi une fuite des ressources financières due pour la plupart des cas à la corruption ou à la facturation frauduleuse. N'importe quelle activité qu'une personne fait, évite les circuits officiels, le circuit formel pour engranger des ressources à son profit, constitue une source de flux illicites. Je déclare des prix qui sont nettement inférieurs au prix auquel j'ai acheté. Et cela veut dire que la taxation que la douane va faire sur ces produits sera inférieure à ce que je devrais normalement payer aux douanes, ce que je dois payer à l'État. Ces flux que j'ai gagnés sont des flux illicites. Les flux financiers illicites sont donc un manque à gagner pour les États. Ils ont un impact sur les recettes fiscales et sur l'économie nationale, aussi bien au niveau des exportations que des importations. Lorsque, par exemple, un individu a l'intention d'envoyer les devises à l'extérieur et il se permet de faire croire qu'il a acquis des biens, alors qu'en fait, son revenu n'a pas été tracé au niveau du pays, c'est les devises togolaises qui vont dans un autre pays sans que l'Office togolais des recettes ait pu mettre la main sur ce type de revenus. Cette situation ne permet pas de connaître exactement la situation économique du pays. Quand je parle même sur le plan même commercial, vous savez, lorsque par le biais des factures frauduleuses, on transfère plus d'argent ou moins d'argent, on ne peut pas arriver à déterminer une balance des paiements aussi, comme un importateur qui voyage avec de l'argent dans la valise. Dans cette situation, vous allez voir que l'argent circule du pays, de notre pays vers l'autre, sans que même les banques, l'administration fiscale, aucune institution n'est informée de ces sorties. Toutes ces situations constituent vraiment un véritable manque à gagner pour l'État. L'efficacité et la performance des administrations fiscales restent alors un moyen de lutte contre ce phénomène. Pour être à la hauteur de la situation, le Togo a mis en place d'énormes dispositions, notamment l'ETR et bien d'autres innovations. Au sein de l'Office togolais des recettes, il est reconnu que nous utilisons un identifiant fiscal unique. Cela veut dire que l'importateur, le contribuable, a un seul numéro fiscal par lequel il est tracé, il est unique. Deuxième chose, aujourd'hui,
nous collaborons ensemble pour ce qui concerne le contrôle. Alors, lorsque la douane constate qu'une marchandise a traversé le territoire sans passer par la douane, elle invite automatiquement les agents des impôts pour essayer de venir ensemble gérer cette situation. La CENTIF, la cellule qui traite la situation financière illégale, qui aussi est là toujours pour essayer de gérer ces situations, et de temps en temps, ces cellules nous envoient des informations que nous traitons. En plus de cette administration fiscale interne, le renforcement et la consolidation des relations entre États africains sont de mise pour la contribution à l'instauration des administrations fiscales capables de développer de meilleures pratiques au service de la croissance économique du continent. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Georges Aïdam, échange avec les promoteurs des écoles privées. Il s'agit de les amener à cerner la nouvelle vision de l'État togolais sur ce secteur. Robert Potogwe, Sylvain Rabdou. La qualité de l'enseignement technique et de la formation professionnelle au Togo, le sujet préoccupe les premiers responsables en charge du département qui, 3 semaines après la reprise des classes, maintiennent le contact avec les promoteurs et les chefs d'établissement privés. Au lycée technique d'Atiégou, deuxième étape de sa tournée, le ministre Georges Aïdam a entretenu ses interlocuteurs sur la vision de l'État qui consiste à rendre le secteur plus productif et moderne. Des questions relatives aux infrastructures et aux ressources humaines ont été abordées. Nous avons abordé tous les sujets qui y sont les sujets importants. Concernant les infrastructures, concernant les personnels enseignants, les programmes et surtout les matériels et un certain nombre de choses qui concourent à établir ou à les amener à obtenir de bons résultats et amener les enfants à la réussite. L'inadéquation de la formation professionnelle au marché de l'emploi, une autre carence de l'enseignement technique au Togo. La nouvelle réglementation s'inscrit aussi dans cette dynamique pour rendre plus crédible le secteur. La critique qui est souvent adressée à notre système d'enseignement technique, c'est que nos produits ne répondent pas toujours aux exigences des emplois qui leur sont proposés. Cela signifie que les programmes que nous enseignons ne sont pas très disons à l'ordre du jour. Donc nous devons assurer une adéquation entre la formation et les exigences du milieu du travail. Toujours en matière de modernisation de l'enseignement technique, d'autres nouvelles mesures sont prises. Elles concernent l'ouverture et le renouvellement des agréments, de même que l'uniformité des programmes d'enseignement. Le ministre a félicité les enseignants pour leur sens d'abnégation et de retenue, contribuant ainsi à une rentrée scolaire apaisée. Après la préfecture du Golfe, la délégation se rendra le vendredi prochain à Aného. Dans sa stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, le gouvernement, en partenariat avec la Banque mondiale, a mis en œuvre depuis quelques années le PDC+, projet de développement communautaire. Ce programme englobe diverses composantes destinées à répondre à des besoins spécifiques. À mi-parcours, quel bilan faut-il en retenir? Aimé Abalo. De 2008 à 2013, le gouvernement togolais a mis en œuvre le PDC, projet de développement communautaire, destiné à lutter contre la pauvreté en mettant à la disposition des communautés à la base des moyens de prise en charge de leurs questions de développement sur l'ensemble du territoire. L'initiative a été prolongée de 2012 à 2017, vu les défis qui restent à relever, et s'appelle désormais le PDC+, avec 4 composantes essentielles. D'abord, l'accès aux infrastructures socio-communautaires de base, construction, réhabilitation et équipement des infrastructures scolaires et de santé, forage, ouvrages d'assainissement, hangars, marchés, pistes rurales. L'approche est participative. C'est la communauté elle-même qui fait la passation de marché
pour identifier l'entreprise des travaux, accompagne sur les travaux jusqu'à la fin, fait les réceptions provisoires et définitives. La population apporte 5% et le projet apporte les 95%. Deuxième volet du PDC+, les cantines scolaires. Programme de développement du capital humain à partir des études qui ont montré qu'une bonne nutrition impacte positivement les résultats scolaires. Toutes les préfectures sont couvertes, 308 écoles, 80 000 écoliers bénéficiaires, ce qui permet en outre de renforcer la production agricole locale par un appui technique et financier aux groupements agricoles, domaine où les femmes sont les plus entreprenantes. Parallèlement se développent les filets sociaux de sécurité. D'abord, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, le cash for work, création d'emplois temporaires, travaux d'assainissement, pistes rurales, culture contre saison. 10 000 jeunes en ont déjà bénéficié. Ensuite, les transferts monétaires, 5 000 francs par mois octroyés aux ménages pauvres pour lutter contre la malnutrition des enfants de 0 à 59 mois, 14 000 bénéficiaires à ce jour. Quand nous prenons les 5 000, nous achetons des nourritures. Nous achetons des nourritures qui ont de la vitamine pour les enfants. Et quand l'enfant a un peu le corps chaud, on a dedans 50 francs, bien 100 francs pour acheter para pour l'enfant. Et encore du savon pour laver les vêtements de l'enfant. Maintenant, on voit que nos enfants grandissent vite. Et nos enfants ont la bonne santé. Avant qu'on n'avait pas eu l'argent, les enfants étaient souvent malades chaque temps. Pour que nous soyons sûrs que les conseils que les femmes reçoivent au niveau de nos institutions, dans les cantons, dans les villages, sont bien suivis, on ne peut pas rester seulement aux seules causeries. Il faut aller plus loin. Donc les agents qui sont sur le terrain, donc les responsables de zone, ils travaillent étroitement avec ce que nous appelons les ACPE. C'est les agents communautaires de protection de l'enfant, qui sont en fait des agents endogènes, qui sont dans le village, qui travaillent avec les communautés. Et ils sont appuyés dans leur action par les ASC, les agents de santé communautaires. Ceux-là programment des visites à domicile. Donc ils vont dans les ménages pour voir si les conseils reçus au centre lors de la mise en œuvre de notre programme sont effectivement suivis pour le bien-être d'abord de l'enfant, de la mère elle-même et de toute la famille tout entière. Il y a donc un suivi pour offrir de bonnes perspectives au PDC+. Le gouvernement a déjà débloqué 1 milliard de francs CFA les années précédentes pour les cantines scolaires et 750 millions de francs CFA pour les transferts monétaires. Le même montant a été reconduit cette année. Les ressources additionnelles seront assurées par la Banque mondiale. Les infrastructures, il nous reste 14 à faire et ça va se faire cette année sur 190 prévus. Donc je pense que l'objectif sera atteint. Pour les AGR, on a tout fait. Pour les IMO aussi, l'objectif prévu a été atteint et atteint aussi. Voilà ce que je peux dire. Au niveau des cantines scolaires, ça continue. Là, c'est les mêmes élèves qui sont reconduits chaque année. Ça marche bien. Le suivi se fait sur le terrain. Pour les transferts monétaires également, les transferts se font. Les gens reçoivent tous les mois leurs transferts. Et surtout, les causeries éducatives prévues se réalisent également. Nous voulons aller au-delà pour que la communauté elle-même puisse participer, pour que devienne un acteur important dans le financement des cantines scolaires. Des études sont également en cours pour instaurer carrément une législation sur ces cantines scolaires, pour en faire une activité institutionnelle incorporée aux écoles publiques. Et un appel est lancé à d'autres bonnes volontés pour recueillir plus de moyens et faire face aux défis qui persistent. À terme, une appropriation des activités par les communautés elles-mêmes pour permettre à l'État et ses partenaires progressivement de se retirer. Sur un tout autre plan, le Togo et d'autres pays du littoral ouest africain s'accordent sur les pistes pouvant leur permettre de mieux faire face à la migration des personnes victimes de catastrophes naturelles. Une consultation ouverte hier sur la question va définir les orientations nécessaires pour relever les défis liés à la migration des personnes face au changement climatique. Charlotte Loussime.
Le constat est réel. Les changements climatiques, conséquence de la dégradation de l'environnement et des catastrophes naturelles, influent sur les populations. Ils constituent l'une des causes majeures de la migration forcée. Au Togo, des efforts pour gérer les risques et protéger les droits de ces réfugiés climatiques sont palpables. Il y a la stratégie nationale de réduction des risques et catastrophes. Nous avons également un cluster. Un cluster, c'est un ensemble de ministères mis ensemble et donc qui agissent ensemble, interagissent lorsqu'il y a une situation humanitaire. Vous connaissez tous le plan ORSEC, qui est ce plan qui intervient immédiatement lorsqu'il y a des cas de catastrophes humanitaires. Mais nous avons également le Haut Commissariat au rapatriement à l'action humanitaire qui aide le gouvernement à réinstaller les personnes déplacées suite aux catastrophes naturelles. Au-delà des efforts au plan national, des mesures idoines s'avèrent indispensables dans la sous-région pour mieux faire face à la situation. Cette consultation régionale va dresser le tableau des différents pays ouest-africains sur la question. Essentiellement, il s'agit de voir sur le plan sous-régional et à l'échelle de chaque pays, qu'est-ce qui peut être fait pour protéger ces personnes, protéger leur dignité et leurs droits. Le principe de cette consultation régionale, c'est de créer une possibilité ou une plateforme plutôt pour donner les pays régionaux l'opportunité d'échanger sur les stratégies pour bien gérer le changement climatique et aussi les déplacements des personnes. La présente consultation bénéficie de l'expertise de l'Union européenne conformément à son programme Migration UE Expertise Mieux. Ce n'est pas seulement le côté quantitatif, c'est-à-dire l'appui financier, c'est aussi le côté qualitatif, c'est la gestion et l'efficacité de l'utilisation de ces fonds. Mais tout fait partie d'un ensemble, et dans cet ensemble, je pense que vous reconnaissez le caractère un peu sincère et le caractère des partenariats de l'Union européenne dans notre travail ensemble avec vous. Au finish, cet exercice permettra de mieux protéger les réfugiés climatiques dans la sous-région et de développer des stratégies pour contrecarrer le phénomène, la migration forcée. Les recommandations issues de cette consultation serviront d'éléments de discussion à la prochaine conférence sur les changements climatiques COP21 qui se tiendra en décembre prochain en France. A signaler que les députés se retrouvent demain, jeudi 22 octobre 2015, à 15h au Palais des Congrès, siège de l'Assemblée nationale, pour la 3e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année. C'était la communiqué du président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani. Célébration des 110 ans de la Charte des Nations Unies. L'événement est marqué par une série d'activités, dont 2 journées portes ouvertes sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé, et ceci afin de permettre au public de se familiariser avec les actions des représentations de l'ONU au Togo. Nathalie Paneguet. Sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé, ici, les 10 agences onusiennes présentes au Togo ouvrent leurs portes au public à travers des stands. 2 jours pour permettre à la population de s'informer davantage sur l'importance de leur présence au Togo et surtout pour mieux savoir comment fonctionne le système des Nations Unies qui fête ses 110 ans. On a voulu juste faire cette exposition, ces journées portes ouvertes, sur un plan symbolique. Mais le travail des Nations Unies couvre tout le champ du développement, de la paix, de la sécurité. Les équipes qui sont là, même si elles représentent des agences, sont en mesure de donner toutes les informations sur le travail de l'Organisation des Nations Unies de façon générale et ce qu'elles font de façon plus spécifique au Togo. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF est l'une des agences du système des Nations Unies au Togo. Au cœur de ses préoccupations, l'enfant âgé de 0 à 18 ans. Nous avons appuyé un réseau d'agents de santé communautaire dans les régions de Karaï-Savane qui avaient les taux les plus élevés de mortalité juvénile-infantile au Togo. Donc c'était un peu pour aider ces 2 régions à remonter un petit peu pour se remettre au niveau des autres. Et ces agents de santé communautaire traitent les maladies simples de l'enfant, donc la diarrhée, le paludisme et également la pneumonie. Aïkoué Ataï est togolais et chercheur indépendant en matériaux. À base des fibres issues des copas, il fabrique des paillotes, des panneaux, des chaises et autres objets exposés ici au stand de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONUDI. Le but de l'opération, c'est d'arriver à créer des emplois
à partir des résidus de fibres de noix de coco. Et surtout que ça évite aussi la déforestation. Donc nous voulons créer des emplois nobles. La Charte des Nations Unies est créée le 24 octobre 1945. Que de chemin parcouru. L'occasion est donc donnée à tous, surtout à la jeune génération, de découvrir et de mieux comprendre l'histoire, mais aussi le fondement de cette grande institution mondiale qui, à ce jour, regroupe 193 pays. L'opération Enfants de Noël va tenir cette année encore toutes ses promesses. 184 000 boîtes à cadeaux seront mises à la disposition de 180 000 enfants. Pour les initiateurs, il est question d'exprimer leur solidarité, leur amour à ces êtres fragiles qui sont constamment dans le besoin. Antoinette Omaovovo. Donner un cadeau à un enfant, c'est lui donner du sourire. Un plaisir que les responsables du projet Opération Enfants de Noël Togo offrent aux tout-petits Togolais depuis 2001. Avec chaque année des boîtes de cadeaux qui constituent en même temps une opportunité d'évangélisation. Et pour cette année, 180 000 enfants démunis bénéficieront de ces présents. Après la distribution des boîtes, nous les amenons à écouter la parole de Dieu, qui est transformatrice de vie. Et avec ça, nous croyons que leur avenir, un meilleur avenir, leur est réservé. C'est un acte de solidarité. C'est un partenariat qui soutient le gouvernement dans sa politique de protection sociale. Les cadeaux réceptionnés seront distribués à tous les enfants nécessiteux dans toutes les régions du Togo. Ce projet est à sa 15e édition et voit la participation d'autres pays voisins comme le Bénin et le Burkina Faso. Et les détenus de la prison civile de Lomé ont reçu de leur côté la visite des médecins et infirmiers de l'association Umedica International Aid et de l'association Fraternité des prisons du Togo, une initiative des responsables des églises des Assemblées de Dieu du Togo qui offre ainsi des consultations gratuites et soins appropriés aux détenus. Eric Dianikbo, Ramdan Bassina. Les médecins et infirmiers des associations Umedica International Aid de l'Allemagne et la Fraternité des prisons du Togo, engagés à apporter leur contribution pour le bien-être des détenus. Ici à la prison civile de Lomé, des soins gratuits et des consultations seront offertes à ces personnes privées de liberté. Une mission que s'est assignée les responsables des églises des Assemblées de Dieu du Togo. L'église n'a pas seulement que la mission spirituelle, elle a aussi la mission physique. Et ceci a été recommandé par Jésus qui a dit « J'étais en prison, vous m'avez visité, j'étais nu, vous m'avez habillé, j'étais vraiment malade, vous m'avez soigné ». Voilà l'objectif que l'Église procède et que nous avons accueilli les cœurs disposés venus de l'Allemagne qui ont répondu aussi à ce que la parole de Dieu pour pouvoir toucher, soigner tous ces gens qui sont vraiment en prison. C'est une action de plus dans la prise en charge médicale de ces prisonniers. Nous étions déjà venus l'année dernière et nous savons à peu près quelles sont les maladies que nous allons retrouver. Donc nous nous sommes préparés pour répondre à ces besoins-là. Cette occasion est unique et nous l'avons depuis l'année passée une fois l'an. Ça nous soulage énormément car nous avons des problèmes de santé. Lorsqu'on est en détention, vous conviendrez avec moi qu'il y a tous les maux possibles au point de vue psychologique, physique et consort. Donc l'arrivée de ces médecins permet de soulager aussi bien psychologiquement, aussi bien physiquement, toutes les personnes qui sont en détention. 3000 patients prisonniers seront pris en compte durant cette campagne de consultation gratuite sur toute l'étendue du territoire national. Les détenus bénéficieront également des médicaments pour leurs diverses pathologies. Voilà, ainsi se referme ce journal. Retrouvé à 22h30 Edem sous support. Merci de votre présence.